Le Made in Italy, c'est chic, élégance, savoir-faire et parfois exploitation. Car quand les grandes marques de luxe souhaitent réduire leurs coûts mais sans délocaliser, elles choisissent une autre voie, importer les conditions de travail de misère directement au cœur de l'Europe. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on vous emmène dans la région de Florence, au cœur des ateliers qui fournissent les grands noms du luxe. Là-bas, des ouvriers autrefois employés pour produire des sacs Montblanc se battent pour défendre leurs droits après avoir été exploités puis licenciés. Un combat révélateur des côtés sombres de la mode Made in Italy. J'en parle avec Géraldine Viret, bonjour. Salut Damien. Tu es rédactrice et porte-parole chez Public Eye. Il y a quelques mois donc, Public Eye s'est rendu dans la région de Florence pour rencontrer Mohamed Arslan et Hassan Ali, des ouvriers qui se battent pour leurs droits. Tu peux nous raconter leur histoire ? Alors ces deux hommes, ils sont originaires du Pakistan. Ils sont venus en Italie comme beaucoup d'autres avec un but qui est assez précis, c'est de pouvoir travailler pour parvenir à subvenir à leurs besoins et aussi aux besoins de leur famille qui est restée dans le pays. Pour ça, comme d'autres migrants qui viennent d'Afghanistan, de Chine, du Pakistan, Bangladesh, ils ont trouvé un emploi dans le secteur de la confection textile. Pour poser un peu le décor, Florence, donc en Toscane, aussi la ville de Prato, qui a une dizaine de kilomètres de là, ce sont des hauts lieux de la mode. Ce sont aussi malheureusement des hauts lieux de l'exploitation avec des conditions de travail qui sont peu concevables, qu'on a de la peine à imaginer au cœur de l'Europe. Ces deux hommes, ils ont 27 ans jusqu'en 2024. Ils étaient employés par une entreprise, Zeta Production, qui fabriquait des sacs de luxe, des sacs pour la marque Montblanc, propriété de Richemont, installée à Genève. Ils travaillaient dans des conditions d'exploitation, ils se sont battus pour leurs droits, ils ont obtenu des améliorations et puis ils ont été licenciés parce que Richemont a décidé de rompre son contrat avec ce fournisseur. Donc cette histoire, elle est emblématique, je dirais, des inégalités criantes à l'œuvre dans ce secteur. D'un côté, on a le groupe Richemont, 2,6 milliards de bénéfices l'an dernier, donc un acteur extrêmement puissant qui a tout à fait les moyens de garantir des bonnes conditions de travail aux personnes qui contribuent à son succès. Et puis de l'autre, on a des ouvriers, ouvrières migrants dans une position, disons bien sûr, beaucoup plus faible, qui demandent finalement quelque chose de simple, de pouvoir simplement gagner leur vie en travaillant. Ces conditions de travail abusives qu'on n'imagine pas au cœur de l'Europe, c'était lesquelles exactement ? Alors, beaucoup de ces ouvriers, ils étaient employés avec des contrats d'apprentis ou employés à temps partiel. Donc, ils avaient un taux de travail assez bas qui était prévu sur le papier. Dans les faits, ils travaillaient bien plus, jusqu'à plus de 70 heures par semaine, avec un seul jour de congé. Et puis, le reste était payé en cash, de main à main, très certainement pour passer sous le radar des autorités. Dans les faits, ils gagnaient au final 900 à 1000 euros par mois, ce qui représente un salaire d'environ 3 euros de l'heure pour produire des sacs de la marque Montblanc qui étaient vendus en boutique 1350 francs à peu près. Je crois que ces deux chiffres-là, c'est intéressant de les mettre en miroir. 3 euros de l'heure comme salaire et puis 1350 francs pour un sac de luxe parce que ça montre déjà bien les inégalités criantes qui sont à l'œuvre dans ce secteur de la mode et y compris dans le secteur du luxe. Quand on entend les salaires et le nombre d'heures, effectivement, ça paraît très surprenant. Du coup, Arslan et Ali sont allés rejoindre un syndicat, Sud-Gobas, pour se battre pour des conditions de travail dignes. C'était un pas important pour eux ? Bon, déjà, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que si on est travailleur migrant, on est dans une situation quand même de vulnérabilité, de dépendance par rapport à son employeur. On est dans un pays qu'on connaît mal, dont on connaît peut-être très mal la langue aussi et les coutumes. Donc, c'est une situation qui est assez difficile. Pousser la porte d'un syndicat, tel qu'ils l'ont fait, c'est pas un geste anodin, c'est quelque chose de courageux, c'est quelque chose d'important. Ils se sont tournés vers le syndicat Sud-Gobas. Dans cette région, c'est un syndicat qui est jeune, qui est implanté depuis 2018, je crois, qui a des méthodes d'action très engagées, très impactantes, qui fait pas mal de bruit. Avec eux, ils vont mettre en place une grève des heures supplémentaires. C'est-à-dire que les travailleurs, à partir de ce moment-là, les personnes qui se sont syndiquées, elles arrêtent de travailler au-delà des heures qui sont prévues par leur contrat et prévues par la loi. Et immédiatement, ça a un effet assez fort, un impact assez fort, parce que l'entreprise n'arrive plus à suivre le rythme des commandes au prix qui sont payés par Montblanc dans ces conditions-là, avec des horaires de travail réguliers. Donc ça a un impact
direct sur la production. Très vite, l'entreprise se met autour de la table de négociation avec les syndicats et assez rapidement, un accord est trouvé, quelque chose d'extrêmement positif. Désormais, les travailleurs vont avoir des horaires de travail réguliers, des jours de congé, arrêt maladie si besoin, etc. Et puis des salaires bien plus décents. Arslan parlait de 1 500 € par mois dans le cadre d'un horaire de travail prévu par la loi. Donc l'histoire se termine bien. Malheureusement pas, en fait. L'histoire ne se termine pas bien parce qu'ils vont travailler un petit moment comme ça. Et puis, plus tard, Richemont va commencer par réduire drastiquement le volume de commandes. Donc ça, déjà, ça pose problème, évidemment, pour l'entreprise. Auprès de ce fournisseur. Auprès de ce fournisseur, Zeta Production. Et puis ensuite, février 2023, ils vont annoncer rompre le contrat avec cette entreprise pour la fin de l'année. Donc, les personnes syndiquées, les ouvriers vont finir par perdre leur emploi. Et comment le groupe Richemont a justifié cette décision ? Alors, ils évoquent des violations répétées du code de conduite fournisseur sur différents aspects, notamment des questions de sécurité et de santé. Pas directement ces questions de violation des droits du travail. Ils disent qu'ils avaient des soupçons que les choses ne se passaient pas très bien ces dernières années, mais sur ces questions-là, pas de manière avérée. Et puis surtout, ils évoquent de la sous-traitance, donc le fait de déléguer quelque part des commandes Richemont à d'autres sous-traitants, de la sous-traitance qui n'avait pas été autorisée au début de l'année et qui s'est produite sur cette chaîne. Et ça, je pense que ce point-là, il mérite qu'on s'y arrête un instant, parce qu'en fait, la sous-traitance, dans les faits, elle est directement liée au prix d'achat à la sortie de l'usine que Richemont paye à ses fournisseurs. Ça veut dire que si les prix d'achat sont trop faibles pour la marchandise, typiquement un sac en cuir Montblanc, l'entreprise n'aura pas réellement d'autre choix avec des marges très faibles que de trouver des plus petites structures, plus petites entreprises qui font produire pour elle à des coûts encore plus bas, avec des marges très faibles et puis dans des conditions très certainement qui sont encore moins bonnes. Donc d'invoquer simplement ça, cette sous-traitance non autorisée, sans chercher d'abord à discuter, à résoudre le problème, ça revient en fait à ne pas du tout assumer sa responsabilité, ça revient à punir son fournisseur pour quelque chose dont on est soi-même principalement responsable. Et ça va pas du tout. Et puis, par ailleurs, en fait, la décision de Richemont de mettre un terme à ce contrat, elle intervient alors que les négociations salariales ont abouti, alors que les conditions de travail ont été améliorées, donc dans une situation qui est plutôt favorable, quelque chose de positif. Donc ça, c'est absolument irresponsable. Et Richemont, aujourd'hui, nie qu'il y ait un lien entre la syndicalisation, l'amélioration des conditions de travail suite aux négociations syndicales, et donc peut-être une augmentation quelque part des coûts. Elle affirme que c'est pas du tout pour ça qu'elle part, mais je crois qu'on peut fortement en douter. Et que ce soit vrai ou pas, c'est une attitude qui est totalement irresponsable. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en novembre 2024, le média Al Jazeera va retrouver la trace des sacs en cuir Montblanc. Une équipe de journalistes tombe par hasard sur une entreprise qui aurait récupéré ces mêmes commandes après la rupture du contrat avec Zeta Production. Je te propose de regarder ces images tournées en caméra cachée. Nous demandons à Sophia comment elle arrive à contourner la loi. Elle nous montre le contrat d'un travailleur. Il indique qu'il ne travaille que 4 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est le contrat officiel d'un travailleur. Il est écrit 4 heures. C'est écrit ici. Donc il ne travaille que 4 heures. En réalité, il ne travaille pas que 4 heures. Nous avons notre propre accord. Nous pouvons négocier un taux. Je les paierai séparément. Si je les paye plus et que c'est dans le contrat signé, je devrais payer beaucoup plus pour l'assurance. Cela n'en vaut pas la peine. Nous demandons à Sophia de nous montrer son contrat avec Montblanc. Elle dit que la commande est passée par un autre sous-traitant. Il n'y a pas de contrat. C'est juste une conversation par message. Je lui ai demandé « Combien payez-vous par sac ?» et elle m'a répondu par message. 56 € par sac. Cela fait environ $60. Sophia dit que moins de la moitié de cette somme sert à payer ses employés. Ici, en caméra cachée, la propriétaire de l'usine joue carte sur table. Elle décrit sans complexe la manière dont elle parvient à contourner la loi. Les similitudes avec les conditions de Zeta Production, donc l'autre usine dont on parlait précédemment, elles sont assez fortes. Est-ce qu'on peut parler d'un système rodé et largement répandu dans le secteur du luxe en Italie ? Oui, c'est un système qui est largement répandu. Aujourd'hui, de nombreuses usines dans ces régions-là, elles sont en main chinoise avec des conditions d'exploitation
qui rappelle ce qu'on voit en Asie. Ce qu'on constate, c'est que les grandes marques, elles ferment largement les yeux, pour autant que ces affaires-là ne soient pas médiatisées, comme avec Al Jazeera. Mais de plus en plus, il y a eu, en tout cas en Italie, plusieurs affaires très médiatisées qui impliquaient des marques de luxe, Dior, une filiale d'Armani, dans le viseur de la justice aussi. Malheureusement, ce sont souvent les fournisseurs, ou presque intégralement les fournisseurs qui payent les pots cassés. Les marques ne sont pas inquiétées. C'est aussi un mythe autour de la mode qui se déconstruit. Quand on achète un t-shirt à 7-8 francs, on est sûr qu'il a été produit dans des conditions d'exploitation. Maintenant, quand on achète un article cher, avec une marque prestigieuse, peut-être un t-shirt à 500 francs, peut-être un sac en cuir Montblanc à 1350 francs, en fait, même à ce prix-là, on n'a aucune garantie que cet article ait été produit dans de bonnes conditions. Et ça, je crois qu'il y a peu de gens qui ont conscience de ce problème-là. Si l'épisode vous plaît jusque-là, vous pouvez le partager autour de vous et vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Merci. Donc même si c'est marqué Made in Italy sur le produit, pourtant un gage de qualité et de confiance pour la plupart des consommateurs et consommatrices suisses, on peut pas s'y fier. Non, on peut pas s'y fier, c'est un mythe de la mode. En fait, les entreprises, elles capitalisent sur cette étiquette Made in Italy, sur cette image d'une mode de qualité traditionnelle. Pour cela, elles ne délocalisent pas la production. Certaines même l'ont relocalisée en Europe, justement pour être proches des marchés traditionnels de consommation, pour des questions de réputation aussi. Mais elles ont en quelque sorte importé les mauvaises conditions qui attraient dans d'autres pays producteurs. En tous les cas, elles les favorisent par leur modèle d'affaires. Et au final, où qu'on produise, c'est cette logique de profit avant tout qui s'impose. Ce qu'il faudrait réellement, c'est imposer des dispositions contraignantes à ces grands groupes pour les forcer, les contraindre à respecter les droits du travail, les droits humains et l'environnement sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Dans le même reportage de Al Jazeera, ils ont également demandé à Luca Toscano du syndicat Sud-Cobas, qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'il pensait de ces images. Je te propose d'écouter sa réaction. C'est très important pour nous de voir cette vidéo, parce qu'elle prouve ce que nous avons dit tous ces mois. C'est-à-dire que cette usine a été vidée et fermée afin d'amener le travail là où il y avait encore des travailleurs à exploiter, là où le coût de production de ces sacs pouvait être réduit au maximum. Pour Sud-Cobas, donc, ces licenciements, c'est la confirmation d'une volonté de la part de Montblanc de faire produire aux coûts les plus bas possibles. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, ce qu'on voit en tous les cas, c'est que Richemont ne semble avoir pris aucune mesure crédible pour garantir que des personnes ne soient plus exploitées sur sa chaîne d'approvisionnement. Dans la vidéo, cette directrice d'usine parle de prix très bas, 56 € pour un sac. Ça laisse très très peu pour la main-d'œuvre. Elle a d'ailleurs reçu ce contrat par sous-traitance. Donc on est dans des schémas qui sont pareils aujourd'hui. Ce qui serait vraiment essentiel, c'est que les marques comme Montblanc garantissent des pratiques, des relations commerciales plus équitables, plus justes avec leurs fournisseurs. Et ça veut dire des prix d'achat qui permettent vraiment aux fournisseurs d'employer des gens dans de bonnes conditions. Ça veut dire des délais de livraison qui permettent vraiment aux gens de travailler dans des horaires prévus par la loi. Et aujourd'hui, on voit très peu de cette remise en question-là des pratiques. C'est essentiel. Selon les propos de cette directrice d'usine, son entreprise aurait depuis fermé et on ne sait pas aujourd'hui où ces sacs Montblanc sont produits parce que Richemont ne donne pas d'informations à ce sujet-là, ne répond pas aux questions, ne publie pas pour sa marque Montblanc la liste de ses fournisseurs. Donc de manière générale, on peut dire qu'il y a vraiment un écart énorme entre les belles promesses de Richemont, son code de conduite, ses belles déclarations en termes de responsabilité sociale d'entreprise, cette image de luxe, de prestige, et puis la réalité de ses pratiques sur le terrain. Depuis, le combat s'est aussi déplacé sur le terrain judiciaire avec une plainte notamment pour diffamation déposée par le groupe Richemont à l'encontre des militants du syndicat, donc Luca Toscano et Francesca Ciuffi, que l'on vient de voir dans la vidéo, et un autre de leurs collègues. C'est quelque chose d'habituel dans le secteur ? Bon, c'est un bras de fer judiciaire assez surprenant qui s'est mis en place. En fait, après le licenciement des ouvriers syndiqués, le syndicat a organisé de grandes actions de protestation devant les usines, mais aussi sur le dernier maillon de la chaîne. Là où ça fait mal, j'ai envie de dire, c'est devant les boutiques Montblanc dans des grandes villes italiennes, donc à Florence,
mais aussi dans d'autres pays, à Berlin, à Genève, Publica y était d'ailleurs. Et puis c'est cette idée aussi de montrer aux consommateurs et consommatrices la réalité d'exploitation de ces gens. Quelle a été la réponse de Richemont ? Déjà de saisir un tribunal pour essayer de faire arrêter, de faire stopper ces manifestations devant les boutiques, parce qu'elles coûtent cher, surtout à l'automne ou à l'approche de Noël. Donc voilà, saisir le tribunal. Et puis aussi de déposer une plainte pénale contre 3 militants du syndicat Sud-Cobas pour diffamation et coercition. L'argument de Richemont, c'est de dire il s'agit d'une campagne de dénigrement envers notre marque qui vise à salir notre réputation en Italie et au niveau international. Pour eux, en fait, on ne peut pas associer directement leur nom aux mauvaises conditions d'exploitation qui sont à l'œuvre chez leurs fournisseurs. Quelque part, ils se défaussent de cette responsabilité-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce chef d'accusation, coercition, c'est quelque chose en Italie, d'après ce qu'on nous a dit, qui est souvent utilisé par des entreprises pour contrer des grèves. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on est là face à des stratégies d'intimidation. Plutôt que de répondre sur le fond, plutôt que de prendre des mesures pour garantir qu'il n'y ait plus d'exploitation en reprenant ce même fournisseur ou en allant chez d'autres fournisseurs, mais en réengageant les employés, au lieu de faire ça, de se remettre soi-même en question aussi ses pratiques d'achat, garantir des prix décents, des délais décents pour qu'il y ait des bonnes conditions de travail. Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque les personnes, on saisit la justice, on attaque nommément les personnes qui se battent aux côtés des travailleurs pour défendre leurs droits. Et ça, moi, je trouve que pour un groupe qui prône l'élégance, qui prône le luxe, ça manque méchamment de classe, disons. C'est effectivement pas très élégant. Qu'est-ce que du côté de Publica, vous revendiquez du côté de Richemont ? Ce qu'on demande à Richemont aujourd'hui, c'est d'assumer ses responsabilités, déjà envers ses ouvriers syndiqués. Richemont, deuxième plus grand groupe de luxe, 2,6 milliards de bénéfices. Ils ont tout à fait les moyens de garantir que ces personnes-là, qui contribuent de manière décisive à leur succès, ne restent pas sur le carreau. Donc leur garantir un emploi et des discussions. Et cette question-là de la responsabilité, ils doivent la mettre en œuvre par des mesures concrètes sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Et puis de manière plus générale, davantage de transparence. Où est-ce qu'ils font produire, dans quelles conditions ? Et puis aussi d'arrêter ces stratégies d'intimidation envers les personnes qui défendent les droits des travailleurs. En effet, ce ne serait pas du luxe. On espère que ces revendications seront entendues. Le combat continue, comme je le comprends. Merci beaucoup, Géraldine Viret, d'être venue. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, l'enquête et les références sont disponibles en description d'épisode. Et si le sujet de la mode vous intéresse particulièrement, je vous recommande quelques épisodes, dont un sur la mode avion de Zara, l'ultra fast fashion de Shein ou encore les retours de Zalando. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.